Tu dois absolument regarder cette vidéo si tu veux bosser sur des projets de post-édition ou si tu bosses déjà sur des projets de post-édition mais que tu n'arrives pas à gagner grand chose. Je vais t'apprendre comment ne pas te faire avoir, comment ne pas perdre ton temps et surtout comment maximiser tes revenus en matière de post-édition. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi maintenant parce que ceci est une série de 3 vidéos et ceci est la vidéo numéro 2. Tu ne veux pas rater la 3e. À tout de suite. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Si vous tombez c'est la première fois sur ma chaîne, je m'appelle Ariel, je suis traductrice terminologue et ici je vous apprends à vivre de votre passion pour les langues. Donc aujourd'hui on est sur la vidéo numéro 2 d'une série de 3 sur la post-édition. La première vidéo c'est une vidéo back to basics sur ma chaîne, ça veut dire que c'est une vidéo qui repart sur les bases d'une thématique précise et cette thématique là la dernière fois c'était quoi? La post-édition. Donc si vous n'avez pas encore regardé cette première vidéo, je vous recommande d'aller d'abord la regarder avant de regarder celle-ci. Voilà, je vais vous laisser un lien directement dans la description et une photo de la miniature ici pour que vous puissiez la trouver assez rapidement. Donc au premier abord, la post-édition a l'air relativement simple. Je veux dire, on a déjà un texte qui est pré-traduit et tout ce qu'on a à faire, c'est de le parcourir et de corriger quelques petites erreurs. Si je ne me trompe pas, plusieurs d'entre vous ont déjà reçu ce genre de consignes de leurs clients, mais en ouvrant le document, pour ceux qui le font, on se rend très vite compte qu'il ne s'agit pas que de quelques petites erreurs. Et c'est là où la plupart des collègues ou alors des jeunes traducteurs sont coincés parce qu'ils ont déjà accepté le projet et que ce n'est qu'après qu'ils viennent se rendre compte en fait de la charge de travail qu'il y a derrière. Alors le premier piège à éviter, c'est celui de commencer à travailler sans ouvrir et inspecter les textes qu'on a reçus. Vous n'allez pas le croire, mais vous n'imaginez pas le nombre de traducteurs ou de jeunes traducteurs qui se retrouvent avec des pré-traductions de qualité vraiment médiocre après avoir accepté le projet. Ça veut dire que quand on reçoit le projet, on est tellement excité à l'idée d'avoir reçu un projet et à l'idée de travailler qu'on en oublie même d'ouvrir en fait le document qu'on vient de recevoir pour voir de quoi il s'agit. Et ça, c'est quelque chose qui arrive encore très souvent. Quand vous recevez un document, un texte, un package avec les documents qu'on vous envoie pour la pré-traduction, ouvrez le dossier, parcourez les documents, parcourez la pré-traduction pour avoir une idée de la qualité de la pré-traduction. Une fois que vous avez parcouru le document, si le client ne l'a pas précisé, demandez-lui s'il s'agit de light editing ou alors de full editing. Dans la première vidéo de cette série, j'ai parlé un peu de light editing et de full editing, mais je vais vous l'expliquer encore plus dans les détails dans cette vidéo-ci. Alors, le light editing, c'est quand on vous demande de rendre le texte compréhensible. Ça veut dire que vous allez regarder tout ce qui est erreurs grammaticales, de conjugaison, des erreurs grossières, vous savez. Le full editing, contrairement au light editing, rentre plus dans les détails. Donc là, vous allez vraiment regarder tout ce qui est terminologie, vous allez regarder s'il y a des contresens, des tournures de phrases, si le style est adapté au style que le client veut avoir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est quelque chose normalement qui devrait coûter plus cher que du light editing. Une fois que vous avez parcouru le texte, vous demandez au client, monsieur, madame, vous voulez du light editing ou alors vous voulez du full editing. Certains ne connaissent même pas la différence entre light editing et full editing. Si vous dites oui, mais je veux que ce soit vraiment bien corrigé de façon à ce que ce soit comme une traduction humaine, full editing. D'accord? Et si le texte est vraiment de piètre qualité, donc si vous avez du Nuffalogodum machin, vous avez le droit de demander à être payé au tarif de la traduction normale. Je sais que ça tombe sous le sens, mais croyez-moi, il y a des personnes qui se font payer pour de la traduction normale sous couvert de full editing. Donc faites bien la différence, discutez avec le client avant de commencer à travailler sur le texte pour vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et parfois, vous savez, le travail d'un traducteur, c'est également d'éduquer en fait le client. Parfois, le client ne sait pas. On lui a vendu un outil comme le Saint Graal en lui disant voilà, tenez cet outil-là, vous mettez votre texte dedans, ce qui sort, que ce soit en chinois ou en japonais ou en wolof, c'est ça. Et le client en fait lui part de la bonne foi de la personne qui lui a vendu l'outil. Parce que parfois, le client lui comprend que la langue source, il comprend pas la langue cible. Donc, il peut pas évaluer la qualité en fait de la pré-traduction que lui a pondu cet outil-là. C'est à vous de lui expliquer que la traduction laisse vraiment
vraiment à désirer, en lui citant des exemples et en lui disant même, écoutez, si vous ne me croyez pas, demandez par exemple à un autre collègue ou alors demandez à quelqu'un en interne de chez vous ce à quoi correspond la qualité de cette traduction-là. Piège numéro 2, avoir peur de demander plus. Alors, ça également, c'est un cas classique. Le client, comme on vient de le dire tout à l'heure, nous envoie le texte est de piètre qualité, on se rend compte que le full editing est nécessaire et le client ne veut pas payer pour du full editing, il veut payer uniquement pour du light editing. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais du full editing au prix du light editing pour ne pas énerver le client et le perdre, ou alors je reste sur ma décision que voilà, du full editing est nécessaire et si le client ne veut pas de full editing, eh bien tant pis. Donc la deuxième question ici, c'est accepter ou refuser le projet. Ça va dépendre en fait de tout un chacun. Personnellement, si j'ai un texte qui est vraiment du charabia et que même si je fais du light editing, je ne vais avoir absolument aucun résultat, je ne perdrai pas mon temps à travailler dessus. Mais maintenant, si vous êtes d'avis que moi je peux faire du light editing et je ferme les yeux sur le reste, vous pouvez le faire. En fait, c'est ce que dit votre contrat. Mais l'expérience a montré que quand un texte est du charabia, c'est vraiment du charabia. Ça veut dire que même les conjugaisons, c'est du charabia, les termes sont mal traduits, il y a plein de contresens dont on ne peut rien faire avec. Et le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de vraiment rester ferme et stoïque. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a certains clients, certaines entreprises qui savent très bien que leur outil est encore en phase bêta. Ils savent très bien que ce que leur outil va pondre comme pré-traduction ne vaut rien du tout. Mais ils vont vous regarder dans les yeux ou alors vous envoyer un mail en vous disant qu'ils sont certains de la qualité de leur LLM et que donc ils savent qu'il n'y a que du light editing qui est nécessaire. Ces personnes-là se disent que peu importe ce qui se passe, elles vont toujours trouver quelqu'un qui va accepter de faire du light editing sur un texte pareil et être payé au ras des pâquerettes. Ayez un peu de dignité pour vous, mais aussi pour nous, vos collègues. Avant de passer au troisième piège, je voudrais rappeler à ceux qui débutent comme traducteurs ou alors qui souhaitent se lancer que j'ai rédigé l'e-book parfait pour vous. Il s'appelle Le guide pour débuter et en fait, c'est 3 e-books en un qui vont vous accompagner pendant toute la durée de votre projet et qui vont vous aider à comprendre comment fonctionne notre industrie, comment vous allez trouver des clients, comment choisir vos spécialisations et toutes ces questions que vous vous posez. Donc, allez vous procurer le guide pour débuter. Je vais bien sûr vous laisser le lien direct dans la description. Le piège numéro 3, c'est de passer plus de temps que nécessaire sur un texte. Croyez-moi, l'ennemi de la post-édition, c'est le perfectionnisme. Si vous êtes perfectionniste, vous allez avoir beaucoup de mal à gérer des projets de post-édition. Pourquoi? Parce que quand on va vous demander de faire du light editing, quand vous allez lire les segments et voir qu'il y a des choses à corriger, vous aurez en fait envie de les corriger parce que vous aurez envie de rendre un texte propre, un texte parfait, parce que vous avez envie de faire bonne impression. Et croyez-moi, des clients et les agences de traduction le savent. Donc, même si on vous paye 2 centimes d'euros pour les textes en post-édition, vous allez accepter. Mais en contrepartie, vous allez rendre des textes littéralement parfaits, full editing, voire de la traduction normale sur un texte de light editing sur lequel vous deviez passer 1 heure. Vous allez passer 4 heures parce que vous cherchez la tournure idiomatique parfaite, vous cherchez à rendre tout cela joli, vous cherchez à plaire. Et c'est ça le piège. Et les 3 heures en plus que vous allez passer dessus, vous auriez pu les passer à faire de la prospection ou alors à finir un autre projet, à écrire un post sur LinkedIn, à faire beaucoup d'autres choses beaucoup plus productives qui vous permettraient de gagner plus d'argent. Donc, est-ce que vous êtes efficace? Vous devez être pragmatique. Si on vous a payé pour du light editing, vous faites du light editing sans sentiment, sans vous demander « Oh, mais ça, je pourrais le dire tellement plus. » Non. Si pour chaque client qui vous paye pour du post-editing, vous faites du full editing, vous perdez de l'argent et vous perdez du temps. Vous voyez, c'est un peu comme si vous avez un client qui refuse de vous payer des 100% match. Donc, il vous envoie son texte et il vous dit les 100% match, vous ne les regardez pas. Sauf que, en tant que professionnel consciencieux, votre regard se perdra quand même sur les 100% match et vous allez voir qu'il y a une grossière erreur sur un match qui revient 400 fois. Et vous vous dites, ah mince, mais je peux pas laisser ça comme ça. Il faut que je dise au client qu'il y a une erreur dans ce 100% match. Sauf que le client ne vous paye pas pour voir les 100% match. Et donc là, vous allez envoyer un message au client et lui dire, cher client, je sais que je ne suis pas censé regarder les 100% match, mais comme je ne peux pas fermer les yeux quand je vois un 100%
100% match. J'en ai vu un qui a telle erreur. Vous lui dites, vous ne corrigez pas l'erreur pour lui parce que parfois il sait que cette erreur est là et il sait que vous allez vouloir la corriger et il reste tranquille. Donc vous êtes plus intelligent. Vous le lui signalez. Maintenant, c'est au client de voir si il veut que vous voyez son 100% match ou pas. S'il veut que vous le corrigez. Si vous devez le corriger, vous devez mettre le paiement à jour. Ça veut dire que maintenant, les 100% match doivent être lus et donc on va me payer en conséquence. Et bien sûr, on envoie une confirmation par écrit comme quoi maintenant les 100% match sont lus et à ce moment-là, je fais la correction. C'est exactement la même chose que vous allez faire pour vos projets de post-édition. On ne prend pas d'initiative pour passer en full editing sans le dire au client au préalable. Parce que même si on le lui dit après, il va tout simplement dire qu'il nous a pas demandé de faire de full editing, mais bien du light editing. Mais est-ce que vous pensez qu'il va refuser votre projet en full editing? Non, il va pas le refuser, il va l'accepter, il sera content. Donc, soyez malin parce que croyez-moi, de l'autre côté, ils le sont également. Il faut pas partir du fait que nous sommes dans un monde de bisounours, vous savez, où personne ne va essayer de vous entourlouper. Ah non, croyez-moi, s'il y a une possibilité de vous faire du full editing, de vous payer pour du light editing et de grossir sa marque, le client en face ne va pas hésiter. Donc vous, n'hésitez pas à donner vos conditions. C'est aussi simple que ça. Le quatrième et dernier piège, c'est de négliger la formation. Alors je sais qu'on vend la post-édition comme cette prestation assez simpliste, vous savez, qui requiert juste qu'on corrige quelques petites erreurs comme je le disais au début, mais ça va bien plus loin que ça parce qu'en matière de post-édition, on vous demande également parfois d'évaluer la qualité du texte. Et c'est là où les choses commencent à devenir un peu plus compliquées parce que pour évaluer la qualité d'un texte, il faut connaître le processus de traduction. Il faut savoir comment réfléchit un traducteur. Comment est-ce qu'on évalue la qualité d'un texte? Le choix de la terminologie, des tournures de phrases. Ça va déjà un peu au-delà de ce côté simpliste qu'on vous présente au départ. Et c'est une prestation sur laquelle on peut passer vraiment beaucoup de temps quand on n'a pas certains acquis. N'hésitez pas à vous former. Il y a des formations ici et là, payantes et gratuites, auxquelles vous pouvez vous inscrire pour avoir une idée de ce qu'on attend d'un post-éditeur. Il y a tout un processus derrière qu'il faut comprendre pour pouvoir être un bon post-éditeur. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo numéro 2 de ma série sur la post-édition. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo numéro 3 de cette série qui s'intitulera « Pourquoi est-ce que la post-édition a mauvaise presse ?» Je vous dis, portez-vous bien, à très bientôt, au revoir.